Il y a 3 mois, je me tenais dans une salle d'audience à Seattle en regardant mon monde s'effondrer. Mon mari, Ethan, ne m'a pas regardé une seule fois tandis que le juge lui remettait tout, notre maison au bord du lac, d'une valeur de 5 millions de dollars, la garde complète de nos enfants et la vie que je croyais avoir bâtie avec lui. Quand le maillet a frappé, il s'est penché juste assez pour me murmurer « Tu ne reverras jamais les enfants ». Ces mots m'ont vidé de l'intérieur. J'ai conduit pendant 3 jours, engourdie, à moitié vivante, jusqu'à la vieille maison de ma mère défunte dans le Vermont, un lieu silencieux qui sentait le pain, la poussière et des souvenirs auxquels je n'étais pas prête à faire face. Je pensais que le chagrin était ma punition. Je croyais que tout perdre était la fin. Puis, en nettoyant le sous-sol, j'ai trouvé une chaudière qui semblait déplacée. Derrière, il y avait un coffre-fort caché. Le code était ma date de naissance. À l'intérieur, une lettre commençait par « Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont enfin retrouvé ». Pendant 16 ans, j'ai cru tout avoir, un mari qui faisait rire les gens lors des soirées, 2 enfants merveilleux qui laissaient leurs empreintes collantes sur les murs de la cuisine, et une maison de verre qui scintillait au-dessus du lac Washington comme un rêve que nous avions construit ensemble. Les gens me disaient souvent « Nora, tu as tellement de chance ». Et longtemps, je les ai crus. Ethan et moi nous étions rencontrés à l'université. Il était charmeur, magnétique, toujours le plus bruyant dans la pièce. J'étais la discrète, la planificatrice, celle qui croyait qu'en aimant suffisamment, on pouvait tout réparer. Mais l'amour n'est pas un remède. C'est un miroir. Et un jour, j'y ai regardé et je n'y ai vu personne en retour. Tout a commencé doucement, Ethan travaillant tard, son téléphone toujours posé face contre table, un nouveau parfum qui n'était pas le mien. Un jour, j'ai demandé, il y a quelqu'un d'autre? Il a ri, m'a embrassé sur le front et a dit, tu devrais vraiment arrêter de trop réfléchir. Mais la chaleur de son regard avait disparu. Quelques semaines plus tard, Sophie a trouvé un message sur son téléphone, d'un contact enregistré sous le nom « M, j'ai hâte de te revoir ce soir ». Mon cœur s'est arrêté. Je voulais croire à un malentendu, mais même les mensonges ont des empreintes digitales, et celle d'Ethan était partout sur celui-ci. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas essayé de nier. Et alors, s'il y a quelqu'un d'autre, a-t-il dit froidement. Peut-être que j'en ai eu assez de marcher sur des œufs avec toi. Marcher sur des œufs. J'étais celle qui nettoyait, qui prenait soin, qui bâtissait tout pendant qu'il s'éloignait un peu plus chaque jour. 1 mois plus tard, les papiers sont arrivés, divorce. Son avocate m'a accusé d'être instable, émotionnellement fragile, financièrement irresponsable. Elle m'a peinte comme une femme au bord de la folie. Assise dans cette salle d'audience, j'ai compris qu'Ethan ne me quittait pas seulement. Il m'effaçait. Quand le juge a statué en sa faveur, il n'a pas bronché. Et quand tout fut terminé, il s'est penché et m'a soufflé la phrase qui hante encore mes cauchemars, « Tu ne reverras jamais les enfants ». Ce soir-là, seul dans ma voiture devant le tribunal, j'ai regardé la pluie brouiller les lumières de la ville. Mon reflet sur la vitre ressemblait à un fantôme. La femme qui avait tout autrefois n'existait plus. Alors j'ai rassemblé ce qui restait de ma vie dans une seule valise et j'ai pris la route vers l'est, loin de la maison, loin du bruit, loin de celle que j'étais morte dans cette salle d'audience, de retour au Vermont, dans le seul endroit où l'odeur de ma mère vivait encore sur les murs. Je ne le savais pas encore, mais je ne rentrais pas chez moi pour pleurer. J'y retournais pour découvrir tout ce qu'elle avait caché. Je croyais que la justice était aveugle, que la vérité avait sa propre gravité silencieuse. Mais le jour où j'ai franchi la porte du tribunal, j'ai appris que la vérité ne vaut rien quand le mensonge porte un costume sur mesure. Ethan était assis en face de moi, calme et impeccable, flanqué de son avocate, Marianne Cross, une femme à la voix tranchante comme du verre. Mon avocat, Daniel Pérez, m'a murmuré avant que l'audience commence, « Reste calme, Nora. Ils vont te faire passer pour le problème. » Ils n'ont même pas eu besoin de se donner du mal. Marianne m'a décrite comme une épouse hystérique, dépensière, incapable de gérer ses émotions ou nos finances. Elle affirmait que j'avais retiré de l'argent en secret, saboté la carrière d'Ethan, insinué même que j'avais mis nos enfants en danger émotionnel. Sa voix était un poison sucré, chaque mot parfaitement calculé. Elle a présenté des preuves, retrait bancaire, email que je n'avais jamais écrit, capture d'écran de messages soi-disant envoyés depuis mon numéro. L'air s'est vidé de la pièce. La voix de mon avocat tremblait, « Votre honneur, ces documents ne peuvent pas être authentiques. » Mais Ethan n'a pas bronché. Il gardait les yeux baissés, les mains croisées, l'air d'un homme trahi.
Ethan, ai-je dit en larmes, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Il a enfin levé les yeux et a murmuré, tu devrais te faire aider, Nora. Cette phrase m'a brisé. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une annihilation. Quand le juge a statué en sa faveur, lui accordant la garde complète et la propriété de notre maison, un bourdonnement assourdissant a envahi mes oreilles. Le maillet a frappé comme un coup de feu. Sophie sanglotait doucement près de la sœur d'Ethan. Liam refusait de me regarder. J'ai voulu crier, courir vers eux, les serrer une dernière fois, mais l'huissier m'en a empêché. Dehors, l'air de Seattle était froid et métallique. Ethan m'a suivi sur les marches du tribunal. Sa cravate était parfaite, son sourire sans faille. Tu ne reverras jamais les enfants, a-t-il répété, assez près pour que je sente son parfum. Pas après ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, ai-je chuchoté, la voix brisée. Tu m'as détruite, Ethan. Il a simplement haussé les épaules, tu t'es détruite toute seule. Ce jour-là, je suis parti sans rien. Ni enfant, ni maison, ni identité. Seulement une pile de papiers déclarant, en langage juridique, que je n'étais plus personne. Pendant des semaines, j'ai vécu dans des motels, comptant les dollars restants sur ma carte de crédit. Je fixais mon reflet dans les miroirs de salle de bain, essayant de reconnaître la femme face à moi. Je ressemblais à ma mère, les yeux fatigués, le chagrin silencieux, celui qui vous dévore de l'intérieur. Un matin, j'ai vu son adresse sur l'enveloppe du testament, Maple Hollow, Vermont. Je ne me souviens pas avoir décidé d'y aller. Je me souviens seulement d'avoir ressenti que peut-être, dans cette petite maison perdue dans les bois, je retrouverais la version de moi qu'Ethan n'avait pas encore détruite. Il m'a fallu 3 jours pour atteindre le Vermont. Quand je suis arrivé, la neige tombait. La maison de maman se tenait silencieuse sous les arbres, ses fenêtres renvoyant faiblement la lumière de mes phares. Ce devait être un refuge, un lieu pour guérir, mais ce fut la porte d'un secret qui m'attendait depuis toujours. La première nuit, je n'ai pas dormi. La maison craquait à chaque rafale, comme si elle se souvenait de moi, ou m'avertissait. L'odeur de ma mère flottait encore, savon à la lavande, vieux livre et café. Ça m'a frappé comme le fantôme d'une étreinte trop forte. Je me suis dit que j'étais venu pour me reposer. Mais le repos est impossible quand chaque recoin murmure son nom. Le lendemain matin, j'ai commencé à nettoyer le sous-sol. C'est comme ça que maman faisait face. Quand la vie s'effondrait, elle rangeait, triait, mettait de l'ordre dans le chaos. J'imagine que j'ai hérité ça d'elle. L'air en bas était froid, chargé de poussière. Des étagères remplies de boîtes soigneusement étiquetées, projet d'école de Nora, Noël 2006, reçus fiscaux. Chacune était une capsule temporelle. En attrapant une boîte de vieilles photos de famille, mon pied a heurté quelque chose d'inégal. La chaudière. Elle semblait déplacée, plus adossée au mur comme avant. Je me suis accroupi, et passé mes doigts sur le sol, des rayures, des fines rainures dans le béton, assez récentes pour retenir la poussière différemment. Je suis resté là un moment, le cœur battant dans mes oreilles. « Maman, qu'est-ce que tu faisais ici ?» ai-je murmuré. J'ai voulu l'ignorer, mais la curiosité est une chose dangereuse, surtout quand on a déjà tout perdu. J'ai coupé le gaz, pris une clé à molette dans sa vieille caisse à outils et commencé à desserrer les boulons. La chaudière a résisté, gémissant comme si elle était vivante. Quand j'ai réussi à la pousser de quelques centimètres, ma sueur trempait mon sweatshirt. C'est alors que j'ai aperçu le contour d'un petit carré métallique incrusté dans le mur, une porte grise, délavée, de la taille d'une boîte à chaussures. Un coffre-fort. L'espace d'une seconde, j'ai cru à une plaisanterie, une relique laissée par l'ancien propriétaire. Mais maman avait vécu ici pendant 30 ans. C'était son secret. J'essuyai la poussière et passai mes doigts sur le cadran. Pas d'étiquette, pas de chiffres effacés par l'usage, seulement du métal froid. Mon esprit s'emballa. Qu'est-ce que maman avait bien pu cacher? Des bijoux, de l'argent, ou pire encore? Puis un souvenir me revint, un détail qui n'avait jamais eu de sens jusqu'à maintenant. Chaque année, le jour de mon anniversaire, maman m'appelait exactement à 6h42. Elle disait que c'était l'heure à laquelle j'étais né. Elle n'avait jamais manqué un seul appel. Je fermai les yeux, pris une inspiration et tournai le cadran. À droite 06, à gauche 42, à droite 89, l'année de ma naissance. Un clic. Le son était si faible que j'aurais pu le manquer.
Mon cœur battait à tout rompre tandis que je tirais lentement la porte. À l'intérieur, des liasses de billets de $100, serrés par de vieux élastiques. Un dossier en cuir, plusieurs permis de conduire, tous avec la photo de maman mais des noms différents, Eleanor Ross, Mary Jensen, Clara Whitman, et au fond, une enveloppe scellée. Mon nom y était écrit, d'une écriture fine et délicate, à Nora, mon cœur, ma vérité. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La première ligne me fit plier les genoux. Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont enfin retrouvé. Et je ne suis plus là pour te protéger. Le sous-sol me sembla soudain plus étroit, comme si les murs se refermaient sur moi. Je lus la ligne suivante, et tout ce que je croyais savoir de ma vie se brisa comme le verre de cette maison de Seattle que j'avais autrefois appelée chez moi. L'écriture de ma mère, nette, précise, tracée avec le même stylo bleu qu'elle utilisait pour les listes de courses, paraissait venir d'un autre monde. Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont enfin retrouvé. Et je ne suis plus là pour te protéger. Je la lus une fois, puis encore, et encore. Chaque mot s'enfonçait plus profondément, lourd comme une pierre m'entraînant vers le fond. La lettre continuait, ton vrai nom de famille n'est pas Wallace. C'est Romanelli. Ton père, Anthony Romanelli, a été assassiné par la famille du crime Vescari à Chicago en 1991. J'étais là. J'aurais dû mourir avec lui, mais j'ai survécu et j'ai fui. J'ai fui avec toi. Ma respiration s'arrêta. Mon père n'était pas mort dans un accident, comme elle l'avait toujours prétendu. Il avait été assassiné. Le FBI nous avait aidés à disparaître. Il nous avait donné de nouveaux noms, de nouveaux papiers. Je suis devenu Claire Ross. Tu es devenue Nora. Nous sommes entrés dans le programme de protection des témoins et nous avons déménagé dans le Vermont sous la surveillance fédérale. Tu avais 4 ans. Mes mains se glacèrent. Protection des témoins. Ma mère. Toute mon enfance n'avait été qu'une couverture. Je continuais de lire, désespéré, horrifié. Ils nous avaient promis la sécurité, à condition de ne jamais reprendre contact avec notre ancienne vie. Mais la sécurité ne dure jamais. La famille Vescari n'oublie pas. Il y a quelques années, j'ai recommencé à entendre des choses. Des questions, des gens qui observaient. Ils nous cherchent, Nora. Je pressais la feuille contre ma poitrine, le cœur battant à tout rompre. La maison semblait vivante, comme si les murs écoutaient. Il y a plus. Quelqu'un de proche t'aide à les retrouver. Je crois que c'est ton mari. Les mots se brouillèrent. Je dus m'appuyer contre le mur. Ethan Wallace. Ce n'est pas son vrai nom non plus. J'ai trouvé des documents le reliant à Viscari Holdings, une société écran utilisée pour le blanchiment d'argent. Je ne sais pas s'ils travaillent pour eux volontairement ou s'ils le tiennent d'une manière ou d'une autre. Mais Nora, il fait partie de tout ça. Ton mariage, ton entreprise, ta chute, rien n'a été un accident. Les larmes me brûlèrent les yeux. Je murmurai, non, non, maman. Ce n'est pas possible. Je voulais déchirer la lettre, rejeter chaque ligne, mais une autre page tomba, soigneusement pliée. Au fond du coffre, il y a une clé USB étiquetée Vermont Project. Elle contient les documents que j'ai rassemblés avant de tomber malade, nom, transaction, photo. Si tu es en danger, appelle ce numéro. Agent Theodore Vance, US Marshal Service. Il était chargé de nous protéger il y a des années. Dis-lui qui tu es. Dis-lui que je t'ai dit que c'est le moment. Tout en bas, une dernière phrase, tremblée, l'encre légèrement brouillée, comme si elle avait pleuré en l'écrivant, tu es plus forte que tu ne le crois, ma fille. Ce qui m'a détruite ne doit pas te détruire. Termine ce que j'ai commencé. Je restais assise sur le sol froid du sous-sol, entouré de fantômes. Ma mère, mon père, la vie que je croyais avoir eue. Pour la première fois depuis des mois, mes larmes n'étaient pas pour Ethan, ni pour la maison, ni même pour mes enfants. Elles étaient pour la femme qui avait porté un secret si lourd qu'elle l'avait caché derrière une chaudière. L'air me manquait. Mon pouls s'affolait. Je replongeai la main dans le coffre, en sortis la petite clé USB noire et la levai à la lumière. Sur le côté, une étiquette à peine lisible, écrite de la main soignée de ma mère, Vermont Project. Quelle que soit la vérité contenue sur cette clé, elle allait tout détruire encore une fois. Mais cette fois, j'étais prête à l'affronter. Je ne bougeais pas pendant longtemps. La lettre était ouverte à côté de moi, ses bords frémissant dans le courant d'air du conduit du sous-sol.
Les mots tournaient dans ma tête comme un disque rayé. Ton mari travaille avec eux. Non, ce n'était pas possible. Ethan n'était pas un saint, mais il n'était pas un criminel. Il ne pouvait pas l'être. Je montais l'escalier en titubant, serrant la clé USB comme si elle me brûlait la peau. Mes mains tremblaient tellement que je faillis faire tomber mon ordinateur portable. Quand l'écran s'alluma, j'hésitais encore, espérant une erreur, une illusion de paranoïa née de la maladie de ma mère. Mais le dossier s'ouvrit sans difficulté. À l'intérieur, des centaines de documents, des rapports du FBI, des relevés de transactions, des photos. Et là, une photo d'Ethan assis dans un restaurant de Seattle avec un homme identifié dans le dossier comme Marco Viscari. Daté de 2019. Un cri m'échappa, résonnant dans la pièce. Mon estomac se noua. J'eus envie de vomir. Je continuais à faire défiler des virements de Viscari Holdings vers l'entreprise d'Ethan, Wallace Design Partners. 6 transactions, pour un total de près de 450 000 $. Maman n'était pas paranoïaque. Elle avait raison. La trahison me frappa plus violemment que le divorce. Je me rappelais toutes ces nuits où il rentrait tard, ces appels mystérieux, ce calme étrange pendant le procès. Ce n'était pas de la fatigue, c'était de la calcul. Il les aidait. J'ouvris un autre fichier, un résumé du FBI de 1991, homicide Romanelli, relocalisation de témoins sous le nom de Claire Ross. Alias. L'écriture de ma mère couvrait les marges. Une ligne encerclée en rouge, ils reviennent toujours pour la génération suivante. Ma poitrine se serra. Mes enfants. Si Ethan travaillait pour eux, que leur avait-il dit? Où étaient Sophie et Liam maintenant? Je saisis mon téléphone et composai son numéro d'une main tremblante. Messagerie directe. Je recommençai. Puis un message arriva, Ethan, arrête de me contacter. Tu es instable. Fais-toi soigner. Je hurlai presque. Salaud. Je criai dans la maison vide, frappant le mur. Ma voix résonna dans les poutres. C'est alors que je me rappelai la dernière ligne de la lettre de ma mère, si tu es en danger, appelle l'agent Théodore Vance. Je regardai le numéro écrit de sa main. Mon pouce flotta au-dessus du clavier. Ma respiration était courte et rapide. Vas-y, Nora, me murmurai-je. Que as-tu à perdre? J'appuyai sur appeler. La ligne sonna une fois, deux, puis une voix d'homme, grave et assurée, Vance à l'appareil. Ma gorge se serra. Agent Vance, je m'appelle Nora Wallace. Enfin, Nora Romanelli. Ma mère était Claire Ross. Elle m'a dit de vous appeler. Un silence. Puis sa voix basse, où êtes-vous en ce moment, madame? Dans le Vermont. Dans son ancienne maison. Restez là. Verrouillez les portes. Ne parlez à personne. Nous attendions cet appel. Mes jambes faillirent céder. Vous saviez pour moi. Nous surveillons cette propriété depuis des mois. Nous pensons que le réseau Viscari s'est réactivé après 30 ans. Vous n'êtes pas en sécurité, Madame Wallace. Sa voix, calme, posée, me glaça le sang. J'arrive dans 4 heures. N'ouvrez la porte à personne d'autre que moi. L'appel se termina. Pour la première fois depuis que ma vie s'était effondrée, quelqu'un d'autre connaissait la vérité et me croyait. Mais une autre pensée me frappa, si les marshals surveillaient cette maison, alors ceux qui me cherchaient le faisaient aussi. Je regardai par la fenêtre. La forêt dehors était sombre, silencieuse, trop silencieuse. Un frisson me parcourut les bras. J'éteignis les lumières, verrouillai chaque porte, et m'assis à la table de la cuisine, la lettre et la clé USB posées devant moi. Toute ma vie, chaque mensonge, chaque trahison, chaque chagrin menait à cette nuit. Et avant que le soleil ne se lève sur les bois du Vermont, la vérité que ma mère était morte pour protéger frapperait enfin à ma porte. Lorsque les SUV noirs entrèrent dans l'allée, l'aube se levait à peine sur les collines du Vermont. Le ciel se teintait d'orange pâle à travers la fenêtre de la cuisine, mais mes mains tremblaient encore de la nuit écoulée. Baum sortirent de la voiture, tous vêtus de vestes sombres marquées, US Marshal. Celui qui marchait devant, grand, les cheveux argentés et la voix capable d'apaiser une tempête, me tendit la main. Madame Wallace, je suis l'agent Théodore Vance. Votre mère parlait souvent de vous. Ma respiration se coupa. Vous la connaissiez. Claire Ross? Il acquiesça.
L'un des témoins les plus courageux que j'ai jamais protégés. Entendre son nom prononcé par un étranger faillit me briser. Ils me suivirent jusqu'au sous-sol. L'équipe de Vance photographia tout, le coffre, l'argent, les pièces d'identité, la lettre. Par moments, les agents échangeaient des regards lourds de sens. Elle était méticuleuse, murmura Vance. Même 30 ans plus tard, elle continuait à te protéger. Je posai la question qui me brûlait depuis la veille, Ethan, mon mari. Avait-elle raison à son sujet? Vance me regarda longuement, comme s'il pesait la quantité de vérité que je pouvais supporter. Puis il posa un dossier sur la table. À l'intérieur, des photos de surveillance, Ethan serrant la main de Marco Viscari, le même homme que j'avais vu dans la voiture. D'autres clichés montraient des virements bancaires, des sociétés écrans, toute une trace écrite. Il était compromis, dit Vance doucement. La famille Viscari l'a approché par le biais d'investisseurs immobiliers il y a 4 ans. Au début, ce n'était que du réseautage, des affaires apparemment innocentes. Puis vinrent les prêts, les accords, la pression. Il est devenu leur instrument avant même de s'en rendre compte. Ma gorge se serra. Alors, le divorce, le procès. Tout ça? Manipulé, conclut Vance. Il devait te ruiner, t'isoler, te forcer à venir ici. Cette maison n'a rien de hasard, Nora. C'est ce qu'il cherchait vraiment. Il pensait que ta mère avait laissé des preuves de son témoignage initial qui pouvaient les détruire. J'eus le vertige. Elle a bien laissé des preuves. Tout est ici. Et maintenant, c'est à nous. Vance ajouta, le travail de ta mère pourrait être la clé pour anéantir définitivement le réseau Viscari. Les agents passèrent des heures à cataloguer les documents. De temps à autre, Vance posait sur moi un regard à la fois protecteur et infiniment triste, celui d'un homme qui a porté trop de secrets trop longtemps. Avant de partir, il me dit, Nora, tu dois comprendre quelque chose. Tu n'es pas qu'une victime. Tu es un témoin. Et comme ta mère, tu es le dernier lien vivant avec cette affaire. Et maintenant? Murmurai-je. Maintenant, répondit-il, nous terminons ce qu'elle a commencé. Il me remit un téléphone neuf, chargé de contacts cryptés. Tu resteras sous protection fédérale, mais s'ils bougent et ils bougeront, nous serons prêts. Après leur départ, la maison sembla redevenir incroyablement silencieuse. Le sous-sol était scellé par des rubans de preuve. Le secret de ma mère ne m'appartenait plus. Assise sur le perron, je regardais les flocons glisser dans la lumière du matin et murmurais au bois, tu as réussi, maman. Tu as trouvé un moyen de me protéger encore aujourd'hui. Mais au fond de moi, je savais que rien n'était terminé. La famille Viscari avait attendu 3 décennies pour sa vengeance. Elle n'allait pas s'arrêter maintenant. Cela commença 2 nuits plus tard. J'étais assise près de la fenêtre, lumières éteintes, quand une voiture inconnue ralentit devant la maison. Les phares traversèrent les arbres, puis s'éteignirent. Mon estomac se noua. J'appelai immédiatement l'agent Vance. Ils sont là, n'est-ce pas? Reste à l'intérieur, ordonna-t-il. On les surveille. Je ne dormis pas de la nuit. Chaque craquement du plancher, chaque bruissement de branches faisait battre mon cœur à tout rompre. J'avais déjà tout perdu, mais je compris qu'il pensait encore que j'avais quelque chose à perdre. Le lendemain matin, les marshals revinrent avec un plan. Vance expliqua calmement, comme s'il s'agissait d'une simple procédure, mais je voyais la tension crispant sa mâchoire. Nous allons établir un contact, dit-il. Il nous faut une confirmation enregistrée d'Ethan. Lui parler, balbutiai-je. Un appel enregistré. C'est notre lien avec le réseau Viscari. Ils installèrent le matériel sur la table de la cuisine de ma mère. Mon téléphone fut relié à une ligne sécurisée. Mes mains tremblaient si fort que je faillis le laisser tomber quand on me fit signe d'appeler. La ligne sonna 3 fois. Nora. Sa voix était basse, prudente. Je ne pouvais plus respirer. Ethan. Pourquoi? Pourquoi nous avoir fait ça? Tu ne comprends pas, répondit-il vite. Ils m'ont dit que tu serais en sécurité si je coopérais. En sécurité, crachai-je. Tu les as laissés me détruire. Tu les as laissés prendre nos enfants. Ils avaient promis de ne pas leur faire de mal, balbutia-t-il. Si je faisais ce qu'ils demandaient. Et qu'ont-ils demandé? Silence. Puis un long souffle. Que je te ramène dans le Vermont.
Que je te pousse au désespoir. Il disait que ta mère y avait caché quelque chose. Des preuves de l'ancien procès. Les larmes brouillèrent ma vue. Tu t'es servi de moi. J'essayais de te protéger, cria-t-il. Tu crois que je voulais ça? Une fois qu'ils t'ont, Nora, tu ne sors plus. Tu obéis, jusqu'à ce que quelqu'un cesse de respirer derrière toi. On l'a, murmura un agent. Le voyant rouge de l'enregistreur clignotait. Vance me fit signe de continuer. Où sont-ils maintenant, Ethan? Je ne sais pas, répondit-il d'une voix rauque. Ils ont dit qu'ils seraient à Portland. Si je parlais, s'ils découvraient que j'avais parlé, ils prendraient les enfants. La ligne coupa. En quelques minutes, Vance aboyait des ordres à la radio. Localiser le signal. Le soir même, il l'avait. Des agents fédéraux arrêtèrent Ethan et 3 hommes liés à l'organisation Viscari dans un hôtel de Portland. Dans leur chambre, ils trouvèrent des téléphones jetables, des notes de surveillance et une photo imprimée de moi, prise depuis ma fenêtre quelques jours plus tôt. Quand Vance m'appela, je ne savais plus si je devais pleurer ou m'effondrer. Ils coopèrent, dit-il doucement. Ton mari était autant une victime que toi. Ils ont menacé tes enfants. Ils se sont servis de lui pour atteindre les preuves de ta mère. Un instant, je restai muette. Je voulais haïr Ethan. Hurler. Mais la vérité était plus cruelle que la haine, c'était la pitié. 2 jours plus tard, les marshals me permirent d'appeler Sophie et Liam. Leur voix était petite, tremblante. Quand Sophie murmura « Maman, tu vas bien ?» je laissai enfin les larmes couler. Je vais bien, ma chérie. Et bientôt, nous serons de nouveau ensemble. Je te le promets. L'enquête avança vite. Les dossiers du coffre de ma mère son projet Vermont donnèrent au FBI les moyens d'agir, des traces bancaires, des noms, des témoignages, tout menant au même clan qui avait détruit sa vie 30 ans plus tôt. Pour la première fois depuis des années, la justice ne me semblait plus un rêve. Elle était réelle, vivante. La veille de l'audience, Vance revint une dernière fois. « Tu as bien fait, Nora » dit-il en posant une main rassurante sur mon épaule. « Ta mère serait fière. » Je souris faiblement. Elle m'a déjà sauvé 2 fois. Le moins que je puisse faire, c'est veiller à ce que son histoire se termine comme il faut. Il hocha la tête. Demain, alors, nous finirons cela. Quand il partit, je regardais la neige tomber sur les érables que j'escaladais enfant. Pour la première fois, le silence du Vermont ne m'effraya plus. Il ressemblait à la paix. Celle que ma mère avait passé sa vie à m'offrir. 6 mois plus tard, la neige du Vermont avait fondu en un printemps doux et vert. Les voitures des marshals avaient disparu. La maison n'était plus gardée par des hommes aux oreillettes. Et pour la première fois depuis longtemps, je pus ouvrir les fenêtres sans peur. Ethan plaida coupable de racket et d'obstruction à la justice. Son témoignage permit de démanteler la moitié du réseau Viscari encore actif dans l'ombre. Quand la sentence fut prononcée 15 ans, avec possibilité de libération après 8, je ne ressentis pas de triomphe, mais un poids qui s'allégeait enfin. Il m'écrivit une seule fois depuis la prison. L'enveloppe était courte, l'écriture tremblante, dit aux enfants que j'ai essayé de les protéger du mieux que je pouvais. Je suis désolé pour tout. Je ne répondis pas. Certaines paroles méritent de rester sans écho. Sophie et Liam vivent désormais avec moi dans une petite ville côtière du Maine, où l'air sent le sel et le pain plutôt que le mensonge. Ils guérissent, à leur manière. Le rire de Sophie sonne à nouveau vrai. Liam peint la mer, les phares, les ciels d'orage. Je vois leur douleur dans les couleurs, mais aussi leur force. Parfois, quand je les borde, Sophie me demande « Grand-mère était vraiment une héroïne ?» Et je lui dis la vérité, c'était le genre d'héroïne qui ne voulait pas qu'on le sache. Le procès fédéral contre les derniers membres de la famille Viscari commencera cet automne. J'y serai, comme témoin, comme survivante, comme la fille qu'elle a élevée à ne jamais reculer. L'agent Vance m'appelle chaque semaine pour me préparer, mais parfois, on parle simplement. Il dit que la justice prend du temps. Je lui réponds que la guérison aussi. Un soir, je suis retourné dans le Vermont pour ranger les dernières affaires de maman. Le sous-sol était désormais vide, la chaudière repoussée, le mur réparé, le coffre-fort depuis longtemps enlevé. Mais lorsque je me suis tenu dans cet espace silencieux, j'ai presque senti sa présence. J'ai allumé une bougie sur l'établi et j'ai murmuré « C'est fini, maman. Tu peux te reposer maintenant. »
La flamme a vacillé doucement, puis s'est stabilisée, comme si elle m'avait entendu. En fermant la porte à clé pour la dernière fois, j'ai compris quelque chose qu'elle avait toujours su. Parfois, le pire qui puisse t'arriver ne te détruit pas, il te révèle. J'avais tout perdu autrefois, ma maison, mon mariage, mon nom. Mais dans les décombres, j'avais trouvé quelque chose de plus fort, la vérité, mon courage et le sang d'une femme qui avait refusé de mourir dans la peur. Aujourd'hui, lorsque le soleil se lève sur la côte du Maine, je regarde la lumière traverser les fenêtres et je murmure au vent, on l'a fait, maman. Nous sommes libres.